Allez, on y croit, on aime ça, on aime ça. Vous venez de cliquer sur une vidéo de React à Macron. Genre Macron, quoi. Macron, on l'a vu 1000 fois, la vidéo de React à Macron. Pourquoi est-ce que vous regardez ça? Ah, bah parce que c'est la nouvelle année. Évidemment, bonne année à tous, on est en 2024. Et comme le veut la tradition du Canard Réfractaire, nous allons réagir au discours d'Emmanuel Macron, qui va nous présenter un petit peu, selon lui, sa vision pour l'année prochaine. Et ce qui va être un bon moyen de, voilà, de voir à peu près qu'est-ce qui prépare le zigoto, là. Et puis voilà, c'est parti. Emmanuel Macron, allez, on y va. On adore faire ça. Bon Dieu. Après, peut-être qu'il va dire des trucs intéressants, on sait pas, hein. Genre, il va dire, oui... Allez, on y va. Françaises, Français de métropole, de nos outre-mer et de l'étranger. Sa tête, il est debout, il y a toute la mise en scène derrière avec tous les drapeaux du monde et tout. En vous présentant mes vœux, je veux commencer par exprimer notre gratitude à tous pour nos compatriotes qui, ce soir encore, protègent, soignent, aident, assurent la continuité de la vie de la nation. Je veux pas faire mon... Voilà. Mais la première chose qu'il a dite, quand même, c'est merci à ceux qui nous protègent. Donc merci à la police. Voilà, donc la première chose que dit le président de la République, c'est merci à sa police, merci de rétablir l'ordre à chaque fois où c'est nécessaire, merci de maintenir ce système encore et encore pour qu'on continue à s'enrichir dessus, que les privilèges continuent encore et encore. Donc voilà, merci aux policiers. Sauf que la police municipale en ce moment est en grève, je sais pas si vous avez vu cette info, en gros ils sont pas assez payés, du coup ils se disent bon bah vas-y on va faire grève comme les autres zigotos de la police là, pour essayer de gagner un petit peu de salaire. Et après quand même, il a quand même l'audace, lui qui a menti encore et encore sur les soignants, lui qui a promis tellement de choses pour les soignants, lui qui a supprimé tellement de lits d'hôpitaux, qui a fermé tellement d'hôpitaux, lui qui est l'organisateur de toute la destruction de l'hôpital public, il dit quand même merci les soignants. Voilà. Et là il y a une attitude un peu, alors je veux pas surinterpréter, mais en même temps on le connaît les zigotos, donc on peut surinterpréter sur une demi-phrase qu'il a même pas fini, d'accord? Il y a un peu un truc royaliste là-dedans de se dire, en fait le remerciement du roi c'est important, voilà. Sauf qu'on s'en fout. Je veux aussi dire particulièrement mon affection à ceux qui sont malades ou resteront seuls. Si vous êtes seul, vous avez l'affection d'Emmanuel Macron qui est juste là à côté de vous. Voilà. Et elle vous regarde, elle est là, elle vous accompagne dans votre solitude et dans votre maladie. Je sais pas si ça vous rassure, vous. Pas sûr, hein, pas sûr. Marqué encore par la tension géopolitique croissante, les conséquences des dérèglements climatiques sur notre territoire, des actes terroristes sur notre sol. Vraiment appuyer sur terrorisme, tu vois, vraiment avec la voix grave, terrorisme comme ça, parce qu'il faut avoir peur. Il faut avoir peur des terroristes, il faut avoir peur de la guerre qui continue encore et encore, il faut avoir peur du réchauffement climatique, encore et encore. Sauf que, évidemment, tu as Emmanuel Macron qui se dresse face à tout ça et qui, grâce à lui, on a réussi à faire baisser le chômage. Voilà. C'est ça le discours d'Emmanuel Macron. Il dit des tensions géopolitiques. D'où viennent ces tensions ? D'où viennent ces tensions? Quel pays face à quel pays? Quel intérêt face à quel intérêt? Comment est-ce qu'il voit le monde? Comment est-ce que... On ne sait pas. Il constate qu'il y a des tensions géopolitiques qu'il n'explique pas. Voilà. Et donc... Alors il y a des bons sentiments, c'est mignon, c'est adorable, on l'adore pour ça, il a beaucoup d'émotions, c'est Emmanuel Macron, ça se voit qu'il lit son prompteur, il a beaucoup d'émotions, d'humanité qui dégagent de lui évidemment. Donc on est très content que, voilà, il a cette émotion-là. Mais au final, ça sert à quoi? Enfin je veux dire, si tu es incapable d'expliquer pourquoi il y a de la tension géopolitique, comment est-ce que tu veux résoudre quoi que ce soit? Tu vois, c'est gentil d'avoir de la sympathie pour les otages qui sont détenus, les otages français qui sont détenus par le Hamas, d'accord? Qu'est-ce que tu fais concrètement pour libérer ces otages? Comment est-ce que tu influences la politique israélienne? Par quel levier pour faire en sorte que tu as la guerre qui commence à s'arrêter, que tu as des négociations qui commencent à se faire et que tu as les otages français qui sortent de là? Il n'explique rien. Il ne fait que dresser des choses qui apparaissent devant nos JT de la télévision, là, en disant c'est la guerre, le réchauffement climatique, les attaques terroristes. Et c'est tout. Et de la belle émotion derrière. Si on explique concrètement les tensions géopolitiques, les États-Unis, la Chine, l'impérialisme, les marchés, machin, les guerres et compagnie, si on commence à expliquer ça, ce qu'on fait à la chaîne du Canard, eh ben on se rend compte que la politique d'Emmanuel Macron, c'est n'importe quoi. Être au cul des États-Unis comme ça, n'employer jamais sa diplomatie sur quoi que ce soit, au niveau de l'Afrique, faire que de la merde, au niveau israélien, faire que de la merde, et encore, vendre des armes pour précipiter les guerres encore et encore, bah non, ça colle pas. Parce que au moment où tu expliques les choses, on se rend compte que la politique des bourges ne mène à rien. Donc ils n'expliquent pas, ils font peur, et ils essaient de rassurer en même temps. Voilà, c'est juste ça, le pipeau, la tour de magie de la bourgeoisie, quoi. Pour la série Capitalisme, je suis obligé de lire des bouquins qui parlent de bourgeois tout le temps. Je crois que ça déborde un petit peu. Alors il y eut bien sûr aussi des moments heureux, des moments de fierté. Alors... Mais je sais combien... Il y a eu des moments heureux.
Et des moments de fierté aussi. Il y a eu Mbappé à la Coupe du Monde, non, ça c'était fin 2022. Ah non, il n'y a rien. Ah mais il n'y a rien, il n'y a rien du tout. C'est fou ça quand même, hein. C'est incroyable. Une politique où on peut énumérer tout ce qui va pas et qu'on ne sait pas énumérer ce qui va, c'est que petit problème quand même, hein, non? Peur du retour de la guerre, du déclassement, de la perte de contrôle sont bien là. C'est bien parce que le gars qui a été le garant quand même du contrôle, de l'ordre avec Darmanin et tout, fait le constat que, d'après lui, voilà, la société, on perd le contrôle sur la société. On perd le contrôle sur la société. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais on perd le contrôle sur la société. Même si on prend un point de vue macroniste, ça veut dire que, frérot, ça fait 6 ans à minima que tu es au pouvoir, 7 ans bientôt. Du coup, c'est ton bilan, ça. C'est ton bilan à toi. Je veux dire, t'as quand même, depuis les Gilets jaunes, matraqué tout le monde pour rétablir l'ordre. Et cet ordre-là, toi-même, tu le constates qu'il est nul. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remettre en question les trucs que tu as lancés, les ministres que tu as nommés, les lois que tu as fait voter, les pratiques policières que tu as mises en place? Évidemment non, il va les aggraver, encore une fois. Parce que l'important n'est pas de résoudre le désordre, mais de marquer le désordre, de signifier le désordre, que le désordre soit là, qu'il soit incontestablement là, à la télévision en tout cas, pour que tout le monde se dise il faut plus de police, il faut plus d'État, parce que eux ils adorent l'État, parce que tant que l'État est là, et tant que l'État est fort, et ben il peut répondre aux crises en disant une inflation c'est pas grave, la police c'est pas grave, on envoie tout ça à la police, il y a une guerre c'est pas grave, on envoie la propagande, on envoie tout ça, et on continue à faire en sorte que nos grandes entreprises se fassent de plus en plus de pognon, même si c'est la crise économique. Je veux dire, les bourgeois ne savent rien faire d'autre que d'utiliser la société, de maltraiter la société et de diviser la société pour renforcer leur État, renforcer leurs privilèges et renforcer leur richesse, particulièrement en période de crise. Cessez de suivre la même logique. Agir avec détermination et constance pour aujourd'hui et pour demain. Il a changé de logique, ça se voit, il a changé de logique, c'est pas du tout le même Emmanuel Macron. Il change tous les ans, tous les 6 mois je crois, il change de logiciel, il change de logique, il change de vision, il change de cap. Voilà. Mais à chaque fois, le Macron nouveau est pire que l'ancien. Peut-être qu'il faut qu'il arrête de changer. Peut-être que sa résolution, c'est juste on ne fait plus rien. On ne vote plus aucune loi. On reste là. Déjà, ça peut être pas mal, non. Déjà, on reste là et puis nous, après, on s'organise pour essayer de faire autrement. Mais lui, il fait rien. Aucune loi. Ça peut être bien aussi, ça, non? Genre des vacances. Est-ce qu'on n'autoriserait pas Macron à prendre des vacances? Tu vois, il va dans son château, voilà, il a Brigitte qui est là, Brigitte qui fait des trucs. Je sais pas ce qu'a fait Brigitte de sa vie, je sais pas ce que Macron vont faire de leur vie, ils vont regarder des tableaux, je sais pas. Ils vont aller dans leur jardin en se disant quel beau jardin. Je sais pas ce qu'ils font, ils écoutent de la musique classique peut-être, mais de la musique classique nulle, tu vois, genre vraiment les vieux opéras, mais sans aucun charme, sans rien, tu vois. Même pas des playlists YouTube un peu cool, non, juste des opéras sur des CD, sur des chaînes hi-fi, tu vois, avec 12 ou 13 enceintes un peu partout comme ça, mais qui pourraient écouter du gros son sa mère, il écoute de l'opéra nul à chier. Depuis 7 ans, là où vous m'avez placé, je tâche de rendre la France plus forte et plus juste. En 2023, la France est sans doute l'un des pays occidentaux qui, en dépit du contexte, a pris le plus de décisions, conduit le plus de transformations. Certaines, comme la réforme des retraites, étaient, je le sais, impopulaires. Nous avons fait le plus de saloperies de tous les pays occidentaux. Et c'est moi qui l'ai fait. C'est moi le président Macron, c'est moi qui ai fait toutes ces saloperies. Hein. Et vous êtes content de toutes ces réformes là, c'est incroyable. Et ça va beaucoup mieux. Dire, la répartition des richesses est beaucoup mieux, la pauvreté a été abolie, les restos du cœur se sont autodissous tellement il y avait plus de pauvres en France, tu vois. Le chômage, tout va bien, le travail a du sens, cette société a du sens. Parce qu'il a fait énormément de lois et de réformes, tu vois. Vraiment, la qualité de la gouvernance se juge à la quantité de lois qui a été votée en 49.3 évidemment, parce que c'est la con. Non, bah non, c'est débile de dire ça. Tous ces mois passés ont donc été bien loin de l'impuissance qu'on nous prédisait et c'est heureux. Alors je sais pas qui lui prédisait de l'impuissance. On sait très bien que l'État est très fort. Je veux dire, on le sent tous les jours, la pression de l'État qui est immense. Et nous, on sait très bien qu'avec un État, on pourra faire tellement de choses différemment et transformer toute la société. On est au courant de la puissance de cet État-là. C'est juste que tu fais de la merde avec cet État-là. Voilà, c'est ça le problème. C'est que tu utilises cet État-là pour favoriser encore et encore les mêmes types, ceux qui ont financé ta putain de campagne. C'est ça. Que tu utilises cette putain d'État pour donner la putain de Légion d'honneur à Bernard Arnault, enfin augmenter de grade de Légion d'honneur de Bernard Arnault, parce que, bah voilà, c'est à ça que sert l'État, à faire en sorte que les riches soient plus riches et les pauvres plus nombreux et qui travaillent docilement pour que les riches deviennent plus riches. Les retraites, l'assurance chômage, la relance de nos industries vertes, l'accélération de France 2030,
la refondation du lycée professionnel, la réforme de Pôle emploi et du... Et donc là, en fait, il énumère plein de choses qui sont nulles. Pardon, alors, attends, je suis journaliste. Attends, il y a la réindustrialisation. C'est vrai qu'il y a un mouvement de réindustrialisation qui est réel. D'ailleurs, on en a fait une vidéo qui explique pourquoi est-ce qu'ils réindustrialisent à ce point-là. Je veux dire, quel est l'intérêt de ceux qui avaient, depuis le début, désindustrialisé à fond. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, ils réindustrialisent? Et surtout, quand on regarde un petit peu les chiffres, on se rend compte que tout ça est à relativiser, c'est-à-dire que tu as quelques personnes, quelques groupes étrangers qui investissent en France pour faire des voitures électriques, mais qu'au même moment où tu as une usine de voitures électriques qui ouvre, peut-être en France, de batterie un peu, peut-être, bah, tu as une autre usine de voitures thermiques qui va licencier à fond, et quand tu regardes en fait réellement le niveau d'emploi qui est fait au niveau industriel, et ben c'est pas grand chose. Et puis les groupes japonais ou les groupes coréens, taïwanais et tout, qui arrivent en France, tu vois. S'ils arrivent en France déjà, c'est parce qu'ils n'ont pas été acceptés aux États-Unis parce qu'il y avait mieux, ils n'ont pas été acceptés en Allemagne parce qu'il y avait mieux, d'accord? Donc ils arrivent en France en troisième choix en se disant, bon, il y a peut-être des subventions à tirer là-dedans. Et donc quand ils vont en France, ils chopent la thune, ils y vont pas pour embaucher des gens qui vont payer 1004 net, d'accord? Ils y vont pour y placer des robots qu'ils ont acheté en Chine et qui vont tout fabriquer à la place des ouvriers, et tu vas avoir 3-4 cadres comme ça qui vont arriver avec leur chemise blanche en disant hop, qui vont serrer 3 boulons dans les robots, et c'est tout. Parce que ce ne sera pas rentable à l'international de fabriquer des voitures françaises avec des ouvriers français qui font énormément de taf. Donc relancer une économie industrielle à partir d'emplois qui sont très rares, eh ben ça ne marche pas vraiment parce que tu n'as pas de redistribution des salaires. Et tout ce que va faire l'État, c'est favoriser un maximum ça par les subventions pour les entreprises, pour les industriels qui s'implantent, et en même temps par des subventions énormes à l'achat de voitures électriques, et en même temps par des taxes qui vont se faire sur les voitures chinoises et tous ces trucs-là, et des taxes sur les voitures thermiques et l'interdiction prochaine des voitures thermiques. En gros, ils vont essayer de créer un marché pour les voitures électriques. Sauf que ça va coûter énormément de pognon à l'État, que ça va pas être redistribué sous forme de salaire au niveau des ouvriers, et que ça risque surtout d'appauvrir énormément l'État. L'accélération de France 2030, la refondation du lycée professionnel, la réforme de Pôle emploi et du... La réforme de Pôle emploi. Ah, il a réformé Pôle emploi. Les gens perdent leur chômage. Les gens vont rentrer dans la misère énorme avec le RSA, vont être obligés de taffer comme des esclaves pour des entreprises. C'est ça la réforme de... C'est une réforme de merde. Disons-le, c'est une réforme qui aggrave la pauvreté. Réforme du revenu de solidarité active. Ils ont fait une réforme du revenu de solidarité. C'est une saloperie. Réforme du marché européen. Enfin, le marché européen, parce qu'ils ont construit consciemment tout un système ultra bureaucratique capitaliste comme ils adorent faire pour faire en sorte que tu aies EDF qui vendent son électricité, un quart de son électricité, à des parasites qui, eux, le revendent sur le marché européen et puis après le revendent aux clients français 4 fois plus cher, 5 fois plus cher, 6 fois plus cher, qui fait que EDF est endetté et que du coup il faut refinancer EDF. Ça coûte des milliards à l'État, ça nous coûte des milliards à nous, mais les financiers ils adorent ça parce qu'ils peuvent spéculer sur l'énergie électrique qui est produite par des centrales nucléaires, ce qui n'a absolument aucun sens, hein, parce que centrales nucléaires produisent de l'électricité qui arrive dans les maisons, voilà. Et nous on finance de l'autre côté l'entretien des centrales nucléaires et la construction de d'autres trucs pour renouveler le parc et tout. C'est pas compliqué, tu vois. Mais non, pour eux il fallait créer un marché d'électricité, et donc ils l'ont fait. On s'est fait baiser avec ça, véritablement baiser avec ça, et lui il dit on va faire une réforme du marché européen. Donc là il dit qu'il va faire une réforme du marché européen. Pareil, quand on regarde dans les détails, encore une fois, on en avait parlé dans un short au canard, il n'y a rien qui va nous permettre de nous garantir d'avoir un accès à l'électricité à 50 € le mégawattheure qui serait le prix réel, et encore je pousse un peu, hein. Il n'y a rien qui va permettre d'éviter la spéculation. Il parle de réforme du marché européen. Ce qu'il aura fallu, c'est abolir le marché électrique européen. Il aura fallu le réduire en miettes, il aura fallu le détruire, il aura fallu le déconnecter, laisser pourrir les ordinateurs qui géraient la spéculation, d'accord? Mais non, il faut une réforme qui va pas arriver avant des années, qui va être un gros compromis entre des financiers qu'ils ont créés à partir de rien et l'État, parce qu'apparemment il faut faire des compromis avec eux, pas avec les syndicats sur la réforme retraite, mais avec les financiers, évidemment, là il faut faire des compromis. Aussi pour nos policiers, nos gendarmes, oui, nos magistrats, nos greffiers, afin d'assurer l'ordre et l'unité républicaine, en assumant de créer des milliers de postes. Vraiment, c'est le seul endroit, la police et la justice, où ils assument totalement de créer des milliers de postes. C'est fou quand même, hein? C'est fou, c'est fou. C'est là où tu vois vraiment que le côté libéral d'Emmanuel Macron, qui était un peu sa devanture en 2017, aujourd'hui, il n'en reste plus rien de cette devanture-là. Elle a été brisée. Et elle a été brisée par le fait que l'augmentation des inégalités, qui arrange les riches, produit une augmentation de la pauvreté, une augmentation du non-emploi, qui fait que tu as des tas de gens qui n'en peuvent plus,
qui tombent dans des faillites d'entreprises, qui tombent dans un chômage, une pauvreté approfondie encore et encore, ce qui fait qu'il y a des révoltes qui s'organisent. Et donc pour maintenir un petit peu ce système-là, il faut réprimer les pauvres pour que les pauvres restent pauvres et que les riches continuent de s'enrichir. De plus ça va aller, plus l'État ne va être là que pour assurer les investissements que les capitalistes ne peuvent pas faire pour renouveler leurs machines, pour étendre de nouveaux marchés comme les voitures électriques, réprimer les contestations et faire des subventions et donner des légions d'honneur. Voilà, je pense que ça va être ça, le rôle de l'État. Et tout le reste, les hôpitaux, on s'en fout. Les retraites, on s'en fout. La protection des travailleurs, on s'en fout. Tout ça, ça va partir à volo. C'est déjà en train de partir à volo. Mais ce qui va rester, c'est l'ordre républicain qui va permettre de maintenir au pouvoir ces types-là pendant la crise économique. Quand il faut libérer les marchés, et ben là, ils sont libérales. Et puis quand il faut relancer de l'industrie parce qu'il y a trop de concurrence à l'étranger, là, ils redeviennent souverainistes. Et là, ils remettent du pognon dans les usines. Et puis quand ça va devenir moins rentable pour le capital d'exploiter justement ces entreprises-là, et ben ils vont arrêter de subventionner et puis ils vont réouvrir les marchés, etc., etc. C'est une constante dynamique pour essayer d'enrichir en permanence les mêmes personnes, pour essayer de maintenir ce système économique stable en place, et lui il s'adapte en fonction de ça, tu vois. Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque, oui, face aux incivilités et à la délinquance. Pas toutes les délinquances et pas toutes les incivilités, évidemment. Ah, juste celles qui nous arrangent, évidemment, juste celles qui nous arrangent. Je veux dire, à quel point c'est pas l'incivilité de prendre des milliards et des milliards aux Français. La réforme de l'électricité, les lois qui font de la concurrence avec des camions de l'étranger, le modèle agricole totalement défectueux qui fait que tu as plein d'agriculteurs qui s'en sortent pas, le fait d'enfoncer des personnes dans le chômage encore et encore alors qu'ils ont travaillé, le fait de dégager des personnes alors qu'ils travaillent en France et de les maintenir dans la misère et tout. En quoi c'est pas de l'incivilité, ça? Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, les bourges, ils ont l'audace en permanence de mettre des jugements moraux sur certaines choses et de ne jamais étendre ce raisonnement là où véritablement ils font du mal, tu vois. Là où véritablement un jugement devrait être apporté parce que ça brise des millions de vies. Mais bon, évidemment, vu qu'il parle à un prompteur, bah, c'est pas le prompteur qui va le contredire, quoi. Voilà. Ce serait rigolo, mais ça n'arrivera pas. En matière d'immigration, la loi votée en décembre, comme l'accord conclu au niveau européen, nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République. C'est sûr que si on fera un montage, alors je ne ferai pas le montage, c'est moi qui monte la vidéo, donc calmez-vous les gars, mais si on ferait un montage de toutes les lois immigration qui ont été votées ces dernières années, tout le monde a dit, après cette votation-là, exactement la même chose que maintenant, nous avons les outils pour combattre l'immigration, pour combattre les terroristes et tout ça. Ça n'a jamais rien changé. Ça n'a jamais rien changé. Ils savent qu'il y a des types qui sont chauds en France, tu vois. Ils savent qu'ils vont faire des dingueries, ils savent qu'ils sont pas accompagnés psychologiquement, ils savent que, tu vois, ils les surveillent, pourtant il n'y a rien qui est fait, quoi. Les mecs, c'est des charognards, tu vois. Vraiment, c'est des charognards. Chaque fois qu'il y a une crise ou qu'il y a des malheurs, ils sont là à bouffer les cadavres, à les dépecer en mode « on va en profiter, on va en bouffer pour grossir encore et encore ». Et à chaque attentat, ils vont grossir encore et encore ce truc-là, en mode plus de sécurité, plus d'État, plus de contrôle de la population, sans rien arranger. Parce que le jour où, imaginez, le jour où ils arrangent les choses, qu'est-ce qui va leur arriver? Ils seront en mode « bon, il n'y a plus d'attentats, bah merde, il n'y a plus rien, bah du coup on va rendre les libertés. Merde, non. Ah bah non, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça parce que si on rend les libertés, ils vont nous dégager. Donc il faut qu'on maintienne des terroristes partout. Et du coup, on soutient l'État israélien qui est en train de créer des milliers d'autres terroristes. On soutient tous les régimes saoudiens avec machin, qui financent tous les fils de pute de la région. Et puis on continue là-dedans. On continue dans le racisme et tout en se disant, oh, ça va passer, tu vois. C'est ça qu'il faut comprendre avec eux, c'est que ce qui les intéresse, c'est les moyens et pas la fin. D'accord ? Dans le discours, ils vont toujours présenter la fin, la lutte contre le terrorisme, mais dans la réalité, ce qu'ils vont mettre en place, c'est les moyens. Plus de pouvoir pour l'État, plus de pouvoir pour la police, plus de contrôle sur la population. Et donc pour eux, la fin, c'est déjà les moyens, et le but, on s'en fout. D'accord ? Le but, c'est pour les discours. C'est les moyens qui sont importants. Parce que c'est les moyens qui, concrètement, changent leur vie à eux et renforcent leur pouvoir. Il nous faudra ainsi engager notre réarmement civique. La France, c'est une culture, une histoire, une langue, des valeurs universelles qui s'apprennent dès le plus jeune âge, à chaque génération. Et j'aime bien parce que tu as vraiment des gens qui vont se dire « oh, oui, c'est bien, la France, ça a une histoire, ça a une culture, il faut la partager, l'autorité. » Mettons ça de côté. Est-ce que vous voulez que l'État, dirigé par Macron, financé par les riches, soutenu par les riches, qui a déjà fait toutes ces conneries-là, que ce type-là
s'occupe de l'éducation des gamins, ce qui est déjà un peu le cas, hein, déjà avec l'éducation nationale, hein, qu'on soit d'accord, mais renforce encore ce truc-là, et que ce soit le nationalisme de Macron qui s'impose un petit peu partout, en mode, oui, la République c'est bien, le drapeau c'est bien, l'autorité c'est bien, il faut obéir, évidemment, encore et encore. Je veux dire, si ton kink c'est juste obéir, et pas te poser la question de pourquoi est-ce que tu obéis, ouais, on va pas être d'accord. On va pas être d'accord du tout. Déterminés, nous le serons à agir pour amplifier notre réarmement industriel, technologique, scientifique. On a fait une vidéo l'année dernière où on a montré toutes les entreprises que Macron a vendues, notamment aux États-Unis, aux entreprises états-uniennes, qui sont des trucs ultra stratégiques au niveau de l'armée, au niveau de l'industrialisation, au niveau des centrales nucléaires et compagnie. Donc en gros, toutes les entreprises vraiment très importantes, clés de notre industrie, on les vend aux étrangers. Et puis il y a des investissements étrangers qui viennent pour construire des batteries électriques par des robots. Voilà, c'est à peu près ça l'idée. Mes chers compatriotes, l'action n'est pas une option. L'action est notre devoir pour les générations futures. On dirait vraiment du développement personnel, mais nul à chier, quoi. Genre, l'action n'est pas une option. C'est vraiment quand tu veux lever le matin à 6h et que tu as décidé de prendre une douche froide, tu te dis, l'action n'est pas une option. Il faut être déterminé, 2024, je vais prendre cette douche froide. Tu vois, vraiment, c'est cette mentalité-là, quoi. Et encore une fois, c'est une bonne mentalité. Moi, j'aime bien cette mentalité-là, d'accord? Je critique pas ça, je dis juste, c'est pas une mentalité de président, c'est pas une mentalité de gouvernant, c'est pas une mentalité politique que juste de dire ça quand tu as un bilan à faire, quand tu as des propositions à faire, quand tu as un pays à gouverner, quand tu as un État aussi puissant et fort qu'en France. C'est pas ça le discours que tu dois avoir. Nous devons donc continuer ce réarmement de la nation face au dérèglement du monde, car la force de caractère est la vertu des temps difficiles. La force de caractère est la vertu des temps difficiles. La force de caractère est la vertu des temps difficiles. Vas-y, va faire tes courses avec ça, toi. Va faire tes courses avec ça. Va faire le plein avec ça. T'es devant tu fais le plein de ta putain de Picasso, là, t'es devant 80 balles, ok, super. Et là, tu te dis, la force de caractère est la vertu des temps difficiles. Ah, oui. Évidemment, ça m'aide. Du coup, c'est bon, je trouve l'argent pour payer mon plein, je trouve l'argent pour payer mes courses, je trouve l'argent pour ma famille, je trouve l'argent partout quand il faut avec cette formule-là. C'est incroyable, hein, évidemment. Merci Macron. J'ai plus de chômage, je suis obligé de travailler au RSA pour des connards, mais évidemment, la force de la détermination, elle est là, elle est présente. Et c'est ça qui fait l'unité de la nation, mes amis. Jamais du côté de ceux qui privilégient les calculs électoraux, les petits arrangements ou leurs intérêts personnels. Macron, puisque tu as dénoncé les calculs électoraux, les petits intérêts personnels, évidemment, tu es lavé de tout soupçon concernant, évidemment, tes propres calculs électoraux et tes propres intérêts personnels. Évidemment, hein, évidemment. Vous aurez, au mois de juin prochain, à vous prononcer sur la poursuite de ce réarmement de notre souveraineté européenne face au péril. Là, quand même, il y a un petit move là de NBA qui s'est passé, là, qui est intéressant. C'est qu'à un moment donné, quand même, il dit les calculs électoraux, ça, c'est vraiment des salauds, ceux qui font ça. Juste après, il dit c'est la guerre, la liberté est menacée, il faut continuer à soutenir le peuple ukrainien face à la dictature, machin. Donc vraiment, ayez peur. Et après, il dit, je sais pas si vous avez vu, mais il y a les petites élections européennes en juin, voilà, vous aurez à vous prononcer, mais bon. Voilà, je dis rien, mais bon. Voilà, encore, hein. Arrêter la Russie et soutenir les Ukrainiens. Oui. Ou céder aux puissances autoritaires en Ukraine. Donc en gros, pour les européennes, soit vous votez RN ou LFI et du coup vous soutenez les dictateurs russes face au peuple ukrainien, soit vous votez Macron et comme ça vous arrêtez la Russie. Là, est-ce que vous comprenez un peu bien comment est-ce que la guerre en fait sert les intérêts des manipulateurs et des autoritaires? Parce qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent avec. En fait, tu vois, ils créent un manichéisme comme ça, impressionnant, ils se mettent du beau côté de la barricade et l'autre côté de la barricade, vu qu'ils n'ont pas le droit de parler, vu qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer, vu qu'on met tous les méchants dedans, et ben ils peuvent dire ce qu'ils veulent dedans, tu vois, et puis hop, ça passe. Ça passe. Votez pour nous les gars, votez pour nous, mais c'est pas d'intérêt personnel que je vous présente les choses comme ça évidemment. Il n'y a pas d'enjeu géopolitique, même s'il y a des tensions, mais je vous les explique pas. C'est juste qu'il y a des méchants, la guerre, la Russie, Poutine, tout ça, qu'il faut arrêter. Voilà, pas plus. Continuer l'Europe ou la bloquer. Poursuivre la transition écologique et productive ou revenir en arrière. Cette manipulation, c'est vraiment pas une bonne manipulation, tu vois. Genre, est-ce que vous voulez que les choses soient bien ou est-ce que vous voulez que les choses soient mauvaises? Bien ou mauvais? C'est quoi ton choix? Ah bah oui, là c'est Macron, là c'est les autres. Là c'est Macron, là c'est... Il y a personne qui va remarquer ça à la télévision, qui va l'analyser en disant bon, peut-être que là il a quand même un peu exagéré dans le foutage de gueule. Affirmer la force des démocraties libérales
ou céder aux mensonges qui sèment le chaos. Il n'y a pas de mensonge de démocratie libérale qui sème le chaos, hein. Évidemment, hein, en Palestine, il n'y a rien du tout. En Libye, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mensonge en Syrie, il n'y a pas de mensonge en Irak, en Afghanistan, il n'y a pas de mensonge. Non, non. Vraiment, la démocratie libérale, c'est incroyable. C'est vraiment les autres qui disent des mensonges. Vraiment, Poutine, il dit des mensonges. Fierté pour ces milliers de compagnons, d'artisans, d'entrepreneurs qui ont pris part au magnifique chantier pour rebâtir Notre-Dame de Paris, dont la flèche s'élance à nouveau vers le ciel et coiffe une cathédrale qui rouvrira le 8 décembre prochain. Évidemment. Une nation de compagnons, de bâtisseurs. Mais d'où on a une nation de compagnons et de bâtisseurs, frère? T'as Lafarge et Vinci qui prennent tous les putains de marchés publics. Qu'est-ce que tu parles de nation de compagnons et d'artisans, toi? Les artisans, ils sont en train de crever parce qu'il faut payer les factures électriques qui ont été multipliées par 10. C'est ça la réalité des artisans. C'est pas Notre-Dame avec la flèche qui s'élance au ciel. Je veux dire, si on veut pleurer sur Notre-Dame, on écoute Damien XVI, on n'écoute pas Emmanuel Macron, quoi. Vraiment, il y a 2 personnes qui ont cette référence de Damien XVI. Et vraiment, c'est vraiment le truc de les compagnons, bâtisseurs qui ont construit Notre-Dame de Paris et que nous maintenant nous reforgeons avec ce même esprit français alors que la société est pas du tout la même, alors que la culture est pas du tout la même, alors que les modes de production sont pas du tout les mêmes, alors que tout a changé depuis cette époque-là. Mais non, il fait quand même les mêmes références parce que tant qu'on garde les mêmes mots, eh ben on peut faire croire aux gens que c'est un peu la même chose. Sauf que non, c'est pas la même chose du tout. En 5 années, comme promis, nous aurons rebâti la cathédrale et accompli l'impossible. Mais c'est pas nous qui avons accompli... Alors déjà, qui a dit que c'était impossible de reconstruire Notre-Dame? Qui a dit ça? Enfin, ça me semble faisable de construire Notre-Dame, de 1. Et de 2, c'est pas nous, c'est les gens qui l'ont fait. C'est genre les gens qui ont planté des clous avec leur marteau et qui ont reconstruit Notre-Dame comme ça, c'est eux. Parce que c'est marrant, parce que quand la société produit des choses belles, c'est nous, qui inclut le président de la République. Et quand la société fait des choses pas belles, genre des révoltes, trucs comme ça, là non, c'est les délinquants, c'est l'insécurité, c'est pas nous du tout. Il va juste prendre ce qui est bien et dire ce qui est pas bien, non c'est pas moi, ça c'est les autres, ça c'est les autres. Moi je suis tout ce qui est bien dans la société et tout ce qui est mal dans la société c'est les autres. Mais bon évidemment il n'y a jamais cette distinction qui se fait avec les nationalistes comme Macron, où il y a la société d'un côté et l'État de l'autre. Il n'y a jamais cette distinction qui se fait. Pour eux, l'État, la République, les institutions, c'est les traditions, c'est la culture, c'est le langage, tout ce que tu veux, et tout ça se mélange pour faire en sorte que ce soit indissociable de penser à la fois notre culture et leur autorité. Sauf que non, il faut bien séparer les choses. Il y a la société et il y a l'État. L'État qui sert les intérêts de certaines personnes et qui veulent contrôler la société pour maximiser les intérêts de ces personnes-là. D'accord? C'est tout, de cette classe-là. C'est tout, ça ne va pas plus loin. La société, ce n'est pas eux, ce n'est pas Emmanuel Macron. Ce ne sera jamais le cas. Cette nation qui, lorsqu'elle est fière d'elle-même, porte toujours un espoir universel. Quand la France est fière d'elle-même, elle porte un espoir universel. C'est beau, mais ça ne veut rien dire. Concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? Moi, je veux dire, la fierté française, c'est De Villepin qui dit non à l'Irak, tu vois, à la guerre en Irak. Ça, c'est une fierté française, universelle et tout. Concret. Un discours de De Villepin qui s'oppose à une guerre injuste en Irak. C'est pas juste la fierté, machin, qui... Non, c'est des choses qui sont concrètes. Donc, dis-nous des choses concrètes. C'est fou quand même, cette abstraction qu'ils ont en permanence, ces gens-là. Après avoir restauré le château de Villers-Cotterêts et y avoir créé la Cité internationale de la langue française, nous y accueillerons... C'est dans son discours, ils ont rénové un château avec notre argent, avec des ouvriers qu'ils ont payés avec notre argent, ils ont rénové un château. Ils ont dit, ah, incroyable, il y a des gens qui vont venir dans ce château. Ah, putain, qu'est-ce qu'on s'en branle, bordel. Puisque les Jeux Olympiques et Paralympiques seront chez nous, en France. Wow, et incroyable. ainsi comme chez eux. Vraiment, les Jeux Olympiques, ils misent beaucoup là-dessus. Et vraiment, il va y avoir à la fois une grande tentation pour nous de foutre le bordel là-dedans. Et en même temps, il va y avoir une réponse, mais d'une violence militaire et policière là-dedans qui va être assez incroyable. Et on va voir comment la propagande elle va se démerder d'ailleurs avec ça. Comment est-ce qu'elle va réagir aux mouvements sociaux pendant les Jeux Olympiques. Et donc là, on va aussi voir à quel point les syndicats, les centrales syndicales, là, ceux qui font les intersyndicales coincés dans une pièce auquel personne n'a accès et qui, dans le secret total, organisent les manifestations, qu'est-ce qu'ils vont faire face à ça? Est-ce qu'ils vont véritablement s'organiser concrètement pour essayer d'empêcher au maximum ces Jeux Olympiques, pour foutre la pression au maximum et aller négocier au minima tout ce qu'ils peuvent face à la Macronie, parce que nous serons capables de bloquer ces Jeux Olympiques? Ou est-ce qu'ils vont juste dire « Oh ben non, la France, la République, on va faire pas ça, faire là, on va plutôt... oui, on va faire une manif. On va faire une manif Bastille-Nation à 11h, elle va s'arrêter à 13h. » Voilà. Enfin, quoi qu'il dise ici, de toute façon, on va devoir se débrouiller tout seul. Hein. C'est la leçon qu'on a appris aussi par rapport à la réforme retraite. C'est une fois par génération que le destin de la suivante
se joue, comme sans doute il se joue maintenant. 2024, année de... Après, il a raison sur le côté qu'il y a des enjeux de génération qui se jouent. Hein. Moi, je suis un peu d'accord là-dessus. Enfin, sa formulation est nulle à chier. Ça veut rien dire. Mais je suis d'accord sur le fait qu'il y a des enjeux de génération de ouf qu'il y a en ce moment, mais qui ne sont pas ceux qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'en gros, non, on s'en fout que ce soit, est-ce qu'ils vont appliquer ou pas la réforme immigration, ou sur la réforme des retraites, ou sur la réforme machin du chômage, du RSA, ou si les Jeux Olympiques vont bien se passer. C'est pas ça l'important. L'important, c'est de savoir que il y a la guerre qui est là, effectivement. Il y a les injustices qui sont là et qui se renforcent, effectivement. Tu as des crises économiques et financières qui sont là, oui. Et que tout ça, ça peut très mal se finir. Et c'est est-ce que oui ou non, nous aurons cette capacité dans cette génération-là, tous ensemble, là, qui vivons, qui sommes les contemporains de ce qu'on est en train de vivre là, est-ce que nous, on sera capable de nous organiser suffisamment pour qu'à l'avenir, les décisions collectives ne soient pas prises par ce genre de type-là, mais par nous-mêmes, et qu'on arrive à faire en sorte d'abolir la misère, de réduire cette consommation effrénée qui ne sert à rien, de contrôler la production, et de faire en sorte que les guerres s'arrête au maximum et que tous ces impérialismes à la con partout où ça consiste juste à faire la guerre pour développer des marchés, faire la guerre pour casser la concurrence, faire la guerre pour choper du pétrole, faire la guerre pour choper des minerais, toute cette connerie-là s'arrête. Et donc toute la question qu'on va se poser, c'est la bourgeoisie à travers l'État a un plan. Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce que nous on fait de toutes les révoltes qui vont éclater en 2024? Qu'est-ce que nous on fait avec toutes les grèves qui vont apparaître en 2024? Qu'est-ce qu'on fait face à toutes les colères, face à toutes les injustices, face à toutes les indignations qui vont être produites en 2024? Et ça, c'est des questions qu'on s'était déjà posées en 2023 avec la réforme des retraites. Évidemment, on est ressorti un peu à poil de tout ça parce que, bon, évidemment, on n'avait que des tracts de la CGT qui nous invitaient à manifester avec la CFDT et qu'une fois qu'ils ont arrêté de le faire, eh ben, on n'avait plus ce que ça dans les mains. Mais c'est tout, on a balancé à la poubelle et on s'est retrouvé à poil. Et puis après, il y a eu la révolte des quartiers où il n'y a pas eu grand-chose qui s'est construit à côté. Et puis, il y a eu la Palestine, il n'y a pas grand-chose qui s'est construit à côté. Il y a eu 2-3 médias qui ont émergé et qui ont permis un peu de centraliser un peu l'attention, c'est déjà ça de prix, mais c'est pas encore des actions de masse. Et là, on voit qu'avec les agriculteurs, ça bouge, on voit qu'avec les transporteurs, ça bouge, et on sent que, vu le niveau de l'inflation, vu le niveau de la pauvreté, vu le niveau de l'injustice, de la corruption, il peut se passer des choses aussi en 2024, et il va falloir être là dans ces mouvements sociaux pour leur donner un maximum de force, pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de manifestations qui s'organisent, de grèves qui s'organisent, de discussions qui s'organisent, qu'on progresse politiquement tous ensemble, et qu'on planifie un petit peu aussi le renversement de ces types-là, et la prise de pouvoir. Il y a ça aussi comme enjeu. Comment est-ce qu'on fait concrètement pour arranger les choses? Est-ce qu'on demande à Macron d'être gentil pendant une période de guerre, pendant une période de crise économique énorme? Il ne le fera jamais. Il va renforcer le racisme, il va renforcer les injustices, il va renforcer l'armée, il va renforcer la police, il va renforcer toutes ces conneries-là pour nous réprimer encore et encore. Et puis avec la propagande de ces news, des trucs comme ça qui vont se répéter encore et encore. Il ira jusqu'au bout, ce type-là. Donc la question, c'est comment est-ce que nous allons utiliser et transformer la situation qui nous est donnée en 2024 pour faire en sorte d'avancer dans ce renversement de pouvoir, de savoir qu'est-ce qu'on fait à la place de tout ça, comment on s'organise à la place de tout ça, qu'est-ce qu'on fait des grandes entreprises, qu'est-ce qu'on fait des financiers, qu'est-ce qu'on fait de la surproduction, qu'est-ce qu'on fait de la grande bureaucratie tentaculaire dégueulasse de l'État bourgeois, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce qu'on fait du Parlement, qu'est-ce qu'on fait du président. C'est des questions qu'il va falloir se poser et qu'on s'était déjà posées pendant les Gilets jaunes. Moi, je raconte pas des trucs qui s'est rien passé. Moi, je raconte là des discussions qu'on a eues pendant le mouvement des Gilets jaunes et qu'il va falloir peut-être reprendre et continuer. D'accord, en 2024. Il y a une petite pause entre les deux, mais c'est pas grave, d'accord? On va reprendre ça bien. Bref, c'est un peu ça les enjeux de l'année prochaine. Et c'est ça qu'on va documenter, en tout cas sur la chaîne du Canard Réfractaire. Dès qu'il y a des mouvements sociaux, on sera là. Dès qu'il y aura des analyses internationales à faire, on sera là. Et dès qu'on aura aussi des sujets un peu plus larges, un peu plus théoriques, notamment notre série sur le capitalisme, eh ben on sera là, on répondra présent. Et tous les jours aussi de la semaine, on sera sur Actu Réfractaire pour parler un petit peu de l'actualité. Comme ça, vous ou vos proches, vous n'êtes plus dépendants de regarder juste BFM machin pour être au courant rapidement de l'actualité. Il y a Actu Réfractaire tous les jours à 18h, 10 minutes d'information pour comprendre un peu tout ça. Et merci en tout cas à tous ceux qui nous ont soutenus
soutenu l'année dernière, on n'a jamais été aussi soutenu que l'année dernière, que ce soit à travers le financement de cet été ou que ce soit par un enthousiasme assez fort en fin d'année pour nous soutenir sur Tipeee, qui a fait que on a pu embaucher encore et qu'on espère pouvoir continuer à le faire dans l'année, dans les années suivantes, pour pouvoir vous proposer plus de contenu, pour pouvoir vous proposer plus d'analyses et devenir un véritable média de masse, comme on a toujours eu l'ambition d'être et comme petit à petit on est en train de construire. La chaîne du Canard va doucement se remettre en marche et ça va être surtout à partir de la semaine prochaine, on va retrouver un rythme régulier. Sur ce, amis réfractaires, des bisous et à la prochaine, voilà, à la prochaine.